Bonjour à tous. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo que je suis un peu rouillée, je ne vais pas vous mentir. Donc je risque de parler beaucoup trop vite, d'avoir énormément de types de langage et voilà, d'être généralement pas tout à fait à l'aise. Mais je reprends quand même parce que j'avais très envie de vous parler de livres. Vous m'avez manqué pendant cette longue traversée du désert que fut la deuxième partie de 2021. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué. La lecture aussi m'a beaucoup manqué parce que du coup c'était une année lecture pas... Comment dire? Pas ouf. J'ai eu des pannes de lecture qui n'en étaient pas vraiment. En fait, je lisais mais j'avais juste pas envie de lire. En fait, donc voilà. Pas la meilleure année de ma vie, loin de là. J'avais envie d'attendre que 2021 soit terminé pour reprendre les vidéos, donc pour être, comment dire, dans de bonnes dispositions pour vous parler lecture et d'avoir retrouvé comment dire, ma motivation pour lire et pour parler livre, puisque là je lisais, mais sans envie, donc bon. Si je lisais sans envie, je suppose que si j'avais tourné des vidéos, ça se serait vu. Donc voilà, l'envie est revenue. La folie littéraire est revenue aussi puisque je lis beaucoup en ce moment. Donc c'est le moment parfait pour reprendre les vidéos. Et pour se brûler avec du thé en vidéo. Alors, je ne suis pas sûre que Mishka fera une apparition dans cette vidéo parce que là elle est couchée sur le canapé et elle a pas tellement envie, je pense, de venir. Donc j'espère que vous la verrez dans les vidéos suivantes. Pardon Candice. Cette vidéo sera un bilan de l'année 2021, comme ça, voilà, elle sera définitivement terminée, elle sera derrière nous. Et on n'en gardera que le positif pour 2022, le reste, ça reste en 2021. Vous aurez aussi les meilleures et les pires lectures, évidemment. Vous aurez aussi une vidéo, je pense, sur les mentions honorables, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, voilà, comme vous avez loupé d'avril à décembre, niveau lecture pour moi, vous aurez plusieurs des livres que j'ai lus pendant ces mois-là dans ces vidéos-là. Beaucoup de là, je vous l'avais dit, tic de langage. Alors, je voulais vous faire un bilan statistique pour cette première vidéo de retour, mais je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu, comment dire, assez peu attrayant peut-être, juste des statistiques. Donc vous aurez des statistiques et des livres, parce que voilà, si je reviens c'est pour vous parler de livres avant tout. D'ailleurs derrière moi vous avez une partie de ma palle. Magnifique. On va commencer avec quoi? Je pense qu'on va commencer avec les statistiques et ensuite je vous parlerai des livres, ce sera peut-être mieux. C'est parti. En tout cette année j'ai lu 109 livres, donc c'est donc mon année la plus... Donc c'est donc... Oui, bah oui, on est bien là. C'est donc mon année la plus mauvaise niveau quantité. Mais j'avais dit que je ne faisais plus attention à ça en 2021, donc... Je vous avoue quand même que je suis assez déçue par ma deuxième partie de l'année parce que j'avais vraiment tellement pas envie de lire que je suis certaine que certains des livres que j'ai lus auraient pu être des coups de cœur si j'avais été dans de meilleures dispositions. Mais comme ce n'était pas le cas, ça a été des lectures que j'ai faites. Et voilà. Ce qui est un petit peu triste. Donc, bon. J'ai lu 27 675 pages, sachant que si je reprends le bilan de 2020, qui était aussi une année pourrie, mais alors je pense que 2021 a explosé les records. Alors, en 2020, j'avais lu 42 922 pages. Oui, bon, voilà. On n'y est pas, hein, clairement. En 2021, j'ai abandonné 17 livres, j'ai relu 2 livres et j'ai fait 6 lectures communes. Tout vous dire que, bon... J'aurais pu abandonner beaucoup plus de livres, d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire là en début d'année, puisqu'il y en a beaucoup qui vont dégager. Là, il me semble que j'ai 98 livres en attente sur Livre-Addict. Donc, bon, va falloir faire quelque chose. J'ai lu 9 livres de plus de 500 pages. Mon objectif chaque année est de lire 10 livres de plus de 500 pages, donc on n'y est pas trop. En moyenne, mes livres font 263 pages. Je voulais aussi augmenter cette moyenne, histoire d'arriver vers 300 voire 350. Voilà. J'ai lu un audiobook cette année. Bravo moi, étant donné que je déteste ça. Les meilleurs mois de l'année niveau page et niveau nombre de livres d'ailleurs ont été janvier, février et avril.
En janvier, j'ai lu 3581 pages, 11 livres. En février, 3828 pages, 16 livres. Et en avril, 4839 pages, 17 livres. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Il y a eu un confinement. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a... Enfin, le premier confinement en mars 2020, je crois que ça avait été horrible pour moi niveau lecture, parce que ben, je l'ai très mal vécu. On s'en souvient? Oui, c'était... Oui, non, c'était vraiment, vraiment pourri, comme moi. Mais alors là, 2021, avril, confinement, bah, du coup je me suis dit d'accord, ben on va tenir en lisant. Donc j'ai lu. Voilà. C'est mon meilleur mois lecture. J'ai pas noté le pire. J'aurais pu. Le pire c'était septembre. J'ai lu 1300 pages, je crois. J'ai dû lire 4 livres. Donc voilà, septembre, la joie. Les genres les plus lus. Alors le genre le plus lu pour moi cette année c'était la non-fiction. Alors bizarrement, je n'allais pas très bien. Et du coup tout ce que je pouvais lire c'était de la non-fiction. Je n'ai pas du tout réussi à lire beaucoup de fiction, autant de fiction que ce que je voulais. Par exemple mes genres préférés que sont la fantasy et la science-fiction, je n'en ai pratiquement pas lu comparé à ce que je voulais en début d'année. Ok, pour les non-fictions ça fait 37% de mes lectures, j'ai eu 35 non-fictions. Niveau graphique 17% avec 18 graphiques, 14% pour la fantasy avec 15 livres et 9% pour la science-fiction avec 11 livres. Et j'ai aussi noté la poésie 7%, 8 livres. Donc vraiment science-fiction, fantasy c'était censé être les gros genres de l'année et bah non du coup. Et alors si on compte les non-fictions, tout type confondu, j'en ai lu 45. Ce que je trouve énorme, parce qu'il me semble que l'année dernière, j'en avais pas du tout lu autant. Prendre 2020 comme année de référence, c'est pas la meilleure idée, je pense. Non-fiction, j'en avais lu... Oh, j'en avais lu 37. Ça va. Mais mon plus gros, l'année dernière, mon plus gros genre, c'était la fantasy. Et voilà. J'avais même lu plus de science-fiction en 2020 que cette année, quoi. Ok, d'accord. Alors, niveau format, j'ai lu 52% d'e-book. C'est dommage parce que je voulais... Enfin, c'est dommage. Je voulais que ce soit équitable. Et bon, bah du coup... je voulais quand même lire plus de physique que de numérique et j'ai lu quand même beaucoup plus de numérique. Donc 52% d'e-book, ça fait 56 livres. Paperback, on est à 39% et hardback à 7%. Ça fait en tout 50 livres et un audiobook. Ouh. Niveau série ou standalone, j'ai lu 64% de standalone et donc 36% de série. J'avais dit que je voulais finir des séries. Et bah non, du coup non, comme j'arrivais pas à lire, je me suis concentrée sur des livres qui ne demandaient pas beaucoup d'investissement dans la durée, donc plutôt des standalone. J'ai lu 63% de femmes, 36% d'hommes, ça je trouve ça vraiment cool, et 1% des deux ensemble. Ça c'est cool. Je n'ai eu que 17 coups de cœur, alors j'ai été un peu dure avec mes coups de cœur cette année. Je me suis dit tu ne prends que les livres qui ont vraiment marqué ton année, qui t'ont vraiment touché bien particulièrement, et donc ça fait 17. L'année dernière j'en avais eu 51. D'accord. Niveau flop, on en a 4. J'ai commencé 14 séries parce que... pourquoi pas. J'en ai continué 3 et j'en ai terminé 4. Je vais d'ailleurs vous donner le nom des 4 séries que j'ai terminées parce que je pense que c'est important que vous le sachiez. Parce que je suis fière de les avoir finies et que du coup j'ai envie que vous ayez leur nom. Alors, attendez. Je vais les noter là, voilà. Donc, en 2021, j'ai terminé Woman or Some Kind of Magic d'Amanda Lovelace, donc sa série de recueils de poèmes. Le dernier tome que j'ai lu et le premier tome qu'elle a publié, Princess Saves Herself in This One. J'ai terminé la trilogie Cicéron de Robert Harris. J'ai terminé The Mortal Instruments. Alors là, franchement, c'est l'un des gros accomplissements de mon année. J'ai terminé The Mortal Instruments de Cassandra Clare. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc j'ai lu les tomes 4, 5, 6 cette année. J'étais censée aussi lire la trilogie Renaissance qui est là-bas. Ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et j'ai aussi terminé la trilogie Simon Snow de Rainbow Rowell. Je déteste toujours autant prononcer ce nom. Alors, niveau auteur, j'en ai découvert 63. Donc en gros j'ai lu 63 auteurs que je ne connaissais pas avant. Ça fait 59% de mes lectures.
Ça fait beaucoup, et ça fait un petit peu trop même, parce que j'aurais bien aimé lire des auteurs que j'aimais déjà en fait. Donc dans la liste des auteurs que je voulais découvrir, j'en ai lu 6. Je ne vous dirai pas sur combien parce que c'est indécent. J'ai lu Becky Chambers, j'ai lu Susanna Clarke, Victor Dixon, Adrian Tchaikovsky, Victoria Woolf, Virginia Woolf et Chimamanda Ngozi Adichie. Et dans la liste des auteurs à continuer à lire, j'ai lu Charles Bukowski, Agatha Christie, Cassandra Clare, Jean-Laurent Del Socorro, Shirley Jackson, Amélie Nothomb et Vincent Tassi. Voilà, c'est tout pour les statistiques. On va passer à mon petit bilan que j'ai préparé avec les filles de la team psychopathe parce que je ne savais pas trop comment organiser ce bilan. Donc je leur ai demandé des conseils et elles m'ont fourni des questions. On a réfléchi à des questions ensemble. Donc voilà, c'est grâce à elles si vous avez ce bilan. Mich, tu veux pas venir dire bonjour? Non. Alors bien sûr, si vous voulez, vous pouvez reprendre ces questions ou en prendre certaines pour faire votre propre bilan de l'année. Je ne mets pas un tampon sur ces questions en mode sont mes questions à moi, vous ne les piquez pas, vous faites ce que vous voulez. Alors, première question du bilan. Le premier livre de l'année, c'était The Little Book of Self-Care for Leo. Alors, j'avais trouvé ce livre sur Scribd. Je m'étais dit, oh, c'est sympa, on va lire ça, ça va être cool. Je suis Lion, du coup. Hein. Et je me suis dit que ça pouvait potentiellement donner des pistes de self-care pour mon signe astrologique. Du coup, c'était sympa. Je me souviens que j'avais fait une liste de tout ce qui était mentionné et je me suis rendu compte que je faisais pas mal de choses déjà en fait dans tout ce qu'elle avait dit. Bon, il y avait des choses par contre qui m'intéressaient pas du tout, mais donc oui, c'était le livre qui était censé rythmer mon année. Alors du coup, bon, comment dire, est-ce que j'ai pratiqué le self-care cette année? Oui, mais sans doute pas assez. Donc bon, peut-être en 2022. Le dernier livre de l'année, c'est, je l'ai là, Examen de Shirley Jackson, qui a été traduit cette année justement. Il a été traduit en octobre chez je ne sais plus quelle maison d'édition. Est-ce que je vais vraiment regarder maintenant? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. Il a été traduit chez Rivage. Oui, 13 octobre 2021. J'adore déjà cette couverture et les éditions Modern Classics de chez Penguin. Alors, Examen, comment résumer ce livre? En gros, j'ai tellement aimé les romans que j'ai déjà lus de Shirley Jackson que je m'étais dit je veux lire tous ces livres de toute façon. J'ai trouvé celui-ci chez Gibert pendant une excursion librairie avec Mathilde. Donc je l'ai pris et je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça en fait. J'ai lu le résumé pourtant. Hein. Mais je m'attendais à ce que ce soit un livre, un roman d'horreur quoi, comme les autres romans de Shirley Jackson. Et en fait pas vraiment. Alors il y a une grosse notion d'angoisse dans ce livre, hein, clairement. Voilà, c'est pesant, même parfois. Mais on se concentre sur Nathalie, qui est une jeune fille qui vient d'arriver à l'université. Et on va en gros être dans sa tête, découvrir comment elle pense et ce qui lui arrive. Il y a beaucoup de... Il y a un gros côté psychologique et gros côté maladie mentale dans ce livre que j'ai adoré, évidemment. Et surtout, ce livre est merveilleux parce que l'écriture de Shirley Jackson est tellement agréable. Il y a des moments, il y avait des paragraphes entiers. Voilà, par contre j'ai décidé maintenant, oui, c'est ma nouvelle résolution, entre guillemets, c'est pas une résolution, c'est juste un truc que je fais maintenant. J'écris au stylo dans mes livres et ça horrifie ma sœur qui m'a vu faire. Et donc voilà, ça horrifie mes élèves aussi parfois. Pendant le quart d'heure lecture, je lis et j'écris dans mes livres. Et ça les horrifie, moi voilà. J'en suis à un stade où... c'est mon livre, je fais ce que je veux, donc j'annote un peu n'importe comment. Et donc il y a des paragraphes entiers dans ce livre qui sont juste tellement beaux en fait, tellement ils sonnent tellement vrais et je sais pas. En fait, en lisant ce livre, que j'ai lu vachement longtemps d'ailleurs, je me suis dit c'est pour ça en fait que j'aime lire. C'est pour ça que la lecture c'est si important dans ma vie. C'est pour ce genre de paragraphes où on se sent juste bien en fait. Et c'est juste beau et... Voilà, j'ai beaucoup de mal à décrire ma relation avec Shirley Jackson parce qu'elle est... Je sais pas, en fait je pense qu'elle pourrait écrire n'importe quoi, j'aimerais, parce que c'est elle et parce que c'est son écriture. Donc voilà, enfin elle pourrait écrire. Du coup maintenant elle est décédée, donc elle va plus rien écrire. Donc je pense que j'aimerais tous ses livres, mais vraiment... Et j'aurais adoré étudier ce livre pour en faire quelque chose, un mémoire ou ce genre de choses. Je vais faire toute seule un petit essai sur Examen, ça va être sympa. Mais oui, voilà, c'est donc le dernier livre de mon année, c'est
Examen de Shirley Jackson. D'ailleurs, il a vécu ce livre, le pauvre, il a pris cher quand même. Je sais pas si vous voyez, mais il a des griffes partout et... Ouais, le beau. Donc voilà, mon livre préféré de l'année. Alors, ce livre, c'était... Oh mon dieu, c'était juste merveilleux. C'était formidable. Ça faisait longtemps qu'un livre m'avait pas autant secoué et autant marqué. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu une lecture aussi intense. Oui, je fais durer le suspense, mais ceux qui ont suivi mes lectures sur Goodreads ou sur Livre Addict savent de quel livre je vais parler. Mon livre préféré de 2021, c'est Dune, de Frank Herbert. Ce livre était merveilleux. Ce livre était juste merveilleux. D'ailleurs, cette couverture est aussi merveilleuse. Ce livre était formidable. Voilà. Que vous dire de plus à part? C'était génial. Lisez-le. Voilà. Ce livre fait 800... Alors, si on ne prend pas le... Ce livre fait 800 pages, plus de 800 pages, et je l'ai lu en 2 jours. Je crois que ce n'est jamais arrivé avant. Donc, bravo Dune. Bravo. J'ai été complètement absorbée par ce livre. Je ne faisais plus rien d'autre que lire ce livre tellement j'étais dedans. C'était merveilleux, c'était magnifique. Voilà. C'est à la fois un voyage, tout est bien dans ce livre. Tout. La langue est belle, les personnages sont vivants. Tout le thème et toute la quête autour, c'est juste merveilleux. Voilà, je suis incapable de vous parler de ce livre en ne bégayant pas tellement il est formidable. Donc voilà. Est-ce que je vais réussir à vous le résumer sans vous spoiler? On va tenter. Bon, je pense que tout le monde maintenant connaît Dune, vu que le film est sorti depuis. D'ailleurs, j'ai lu le livre avant de voir le film. Sur Caladan vit la maison Atréide, dirigée par le duc Leto, qui vit sur Caladan avec sa concubine Jessica, qui est une Bene Gesserit, et son fils Paul, qui est donc son héritier. Un jour, ils vont se voir contraints de partir sur Arrakis, une planète désertique, donc Dune, qui en gros leur est offerte par l'empereur. Et je ne vais pas vous dire grand chose de plus. On va suivre donc les personnages. Alors pas seulement une fois qu'ils arrivent sur Dune, puisque il me semble qu'au début on est quand même toujours à Caladan. Que vous dire, c'est formidable. C'est merveilleux. Je pense que ça tient à la fois du roman d'apprentissage, puisque Paul est un jeune homme voilà, qui apprend à se découvrir, on va dire. Mais ça tient aussi de l'épopée. Ce livre est juste énorme. Enfin, voilà. Et les idées et la façon dont c'est fait. Enfin, voilà, c'est à la fois... Ça aborde tellement de sujets différents en plus. On parle de mysticisme, de religion. On est un peu dans les coulisses d'une religion à un moment donné. On parle aussi d'écosystème, d'écologie, de complot. Ah oui, le niveau politique aussi de ce livre. Voilà, donc ce livre est formidable et je ne peux que vous le recommander. Et si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien arrêtez de regarder cette vidéo et allez lire Dune, s'il vous plaît, parce que c'est merveilleux. Alors, je pense que tout le monde n'aimera pas ce livre, parce que certains adorent Dune, parce que c'est merveilleux et parce que voilà, et d'autres détestent, tout simplement. Je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui soient juste indifférents à Dune, en fait. Non. Je suis pas sûre que ce livre puisse laisser indifférent. D'ailleurs, je l'ai... Il a une tranche, c'est un peu la tristesse de mon année, la tranche de Dune. donc voilà, je vais arrêter de vous parler de Dune, je vous en reparlerai dans la vidéo des meilleures lectures, puisque c'est mon livre préféré de 2021. Alors, j'ai fait seulement 2 relectures donc cette année, et la meilleure d'entre elles, bon en gros les 2 étaient top, hein, le premier c'était Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, et effectivement, j'adore toujours autant cette pièce de théâtre. Je voulais quand même vous parler d'une de mes relectures de 2021, la meilleure donc entre les 2. Voilà, on va dire que ça s'équivaut, mais il fallait que je vous parle d'une des 2. C'est A Room of One's Own de Virginia Woolf, donc une chambre à soi. Il me semble que maintenant ça s'appelle plus une chambre à soi. Un lieu à soi, oui. Oui, un lieu à soi.
Alors moi j'aimais bien Une chambre à soi parce que je trouve que ça reflète bien ce que dit Virginia Woolf dans ce livre, puisque c'est un essai où elle va expliquer en gros évoquer la place des femmes et la condition féminine dans la littérature, comment les femmes sont considérées niveau éducation et niveau pédigré littéraire. Autant vous dire que voilà. C'était génial. La première fois que je l'ai lu, je pense que j'avais pas tout à fait tout compris et que je n'étais pas peut-être pas assez avancée niveau féminisme et niveau réflexion sur la condition féminine pour retirer le maximum de ce livre. Là, j'ai adoré ma lecture parce que j'adore l'écriture de Virginia Woolf et parce que j'ai appris des choses et parce que voilà, c'est Virginia Woolf. Donc, un peu comme Shirley Jackson, j'ai l'impression que tout ce que Virginia Woolf a écrit va me plaire, rien que parce que son écriture est formidable. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. Et donc je pense que Une chambre à soi, c'était plus proche du titre d'origine, parce que oui, elle évoquait le fait que dans la maison, la femme, pour écrire, doit avoir une chambre à soi, une pièce à elle, et qui soit juste son endroit à elle. D'ailleurs, il y a une autre édition française qui traduit le titre par Une pièce bien à soi, et c'est un peu l'idée, je trouve. Parce qu'un lieu à soi, enfin je sais pas. Et je pense pas que ce soit l'idée de réduire le rôle de la femme à une chambre dans la maison, hein, vraiment pas. C'est juste le fait que dans le foyer, la femme a besoin d'au moins une pièce qui soit juste à elle pour qu'elle puisse écrire tranquillement sans être accaparée par la vie quotidienne et par la vie domestique si elle vit avec quelqu'un. Cette vidéo va être si longue. Le livre que j'ai le moins aimé cette année, c'est Un reflet de lune d'Estelle Faye. C'était mon tout premier Estelle Faye et bon... Bah du coup ça l'a pas fait du tout, hein. Je crois pratiquement rien aimé dans ce livre. Je n'ai pas aimé le personnage, je n'ai pas aimé la façon d'écrire, je n'ai pas aimé Alors le décor oui, ça se passe à Paris, donc le décor ça allait. Mais vraiment l'intrigue je n'ai pas aimé, voilà. Ce livre n'était vraiment pas fait pour moi. Donc je pense que je ne lirai pas Un éclat de givre, qui est le tome compagnon d'Un reflet de lune. En revanche, je pense que lire d'autres livres d'Estelle Faye, du genre Les Seigneurs de Bohême, La Voix des oracles, et il y en a un autre que j'aimerais lire, mais je ne sais plus lequel. En tout cas, Un reflet de lune n'était juste pas fait pour moi. Je crois que je l'ai déjà offert à une amie qui voulait lire Estelle Faye. Donc voilà, c'est mieux qu'il soit dans une maison qu'il aimera plutôt que de rester avec moi. Pas une bonne idée. Le livre le plus surprenant de 2021, c'était You de Caroline Kepnes, qui a été traduit en français par Parfaite. Ce livre... À l'origine, je ne voulais pas lire You, parce que je n'aimais pas l'idée. Puisqu'on est dans la tête de Joe, qui est un stalker, et qui donc raconte l'histoire à la deuxième personne du singulier. Ce qui donne au lecteur l'impression que Joe lui parle directement. Ce qui est terriblement dérangeant. Et j'ai en fait adoré ce livre. C'était juste formidable la façon dont l'autrice parvient à rendre Joe à la fois attachant et... c'est un monstre en fait. Et elle rend ce monstre attachant en faisant en sorte que ce soit le narrateur de son roman. C'était génial. C'était vraiment perturbant comme lecture. Et d'ailleurs à la fin j'étais vraiment pas bien une fois que j'avais fini You. Mais c'est quand même le livre où je me suis dit, je me souviens, je rentrais du collège et je me suis dit, trop bien, je vais rentrer à la maison, je vais pouvoir continuer à lire You. Et sur la route, je me suis dit, ah mais en fait non, tu l'as fini hier, donc tu peux pas le lire en fait. Et donc ce livre m'a manqué. Voilà, c'est bizarre. Hein. Mais oui, je trouve que c'était très dérangeant comme livre et en même temps très bien fait. Enfin, c'était vraiment bien. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes chroniques en début d'année. Une de mes vidéos chroniques. C'est clairement pas une histoire d'amour, You, hein, c'est clairement un thriller psychologique. Hein. Et la fin m'a... Voilà. Mais j'aimerais bien lire la suite, j'ai commencé mais c'était pas le moment, hein, vu que motivation pour lire n'était pas là. Mais je vais essayer de continuer la série cette année avec Hidden Bodies, le deuxième tome. J'espère que ce sera bien. J'ai aussi commencé à regarder la série télé, mais j'ai pas continué. Du coup, en fait le livre était tellement énorme. Enfin, et du coup c'est un coup de cœur après coup. Parce que quand je l'ai terminé, j'avais aimé,
Mais le côté dérangeant du livre m'empêchait d'en parler comme d'un coup de cœur. Et maintenant, non, clairement, c'est un méga coup de cœur. Je l'ai lu en janvier, je me souviens encore, comme si c'était hier. Donc, clairement, un des meilleurs livres de cette année. Le livre le plus décevant, alors j'ai le tome 1 dans les mains. Le livre le plus décevant, c'est la suite de Ready Player One, Ready Player 2, que j'ai abandonné parce que juste non. C'était pas possible. J'ai essayé, mais non. J'avais adoré Ready Player One, un des meilleurs livres de l'année. Je ne sais plus en quelle année j'ai lu Ready Player One. Peut-être 2019 ou 2018. 2018 ou 2019. C'est un des meilleurs livres de mon année, c'était juste génial, c'était bourré d'action, c'était plein de références. J'étais une grosse nerd en lisant ce livre, c'était top, c'était top. Et en commençant Ready Player 2, comment dire, alors déjà, le personnage principal, Wade, ne ressemble pas à Wade. Et... Enfin, tout paraissait off, tout était décalé et rien n'allait. Et dans Ready Player 2, il y a beaucoup plus de... Je vous raconte les choses plutôt que vous les vivez avec moi. Alors que dans Ready Player 1, on était vraiment dedans. Donc, énorme déception et j'ai abandonné à la page 70, je crois. Juste non. Il partage le podium du livre le plus décevant avec Diamant de Vincent Tassi. J'attendais énormément de Diamant parce que j'avais beaucoup aimé Apostasie. Waouh! Alors, certes, l'écriture de Vincent Tassi est toujours aussi merveilleuse, mais en gros, tout le long du livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je lis, et je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, et c'est tellement bizarre, et tellement éthéré, et... Voilà, c'est le côté éthéré de ce livre qui m'a... C'était non. Donc, voilà. J'étais très déçue, et je ne sais que vous dire. J'attendais beaucoup, oui, de Diamant. En plus, il y avait eu tellement de hype autour. Voilà. J'aurais pu utiliser ta catégorie Candice du overhypé, mais on va dire que c'est ça. Overhypé, Diamant, du coup. Et je suis triste de le dire parce que vraiment, Apostasie, c'était... Alors, Apostasie, c'était grandiose, c'était bien écrit, c'était beau, c'était poétique. Diamant était poétique, mais... je sais pas, c'était un petit peu... J'avais l'impression que c'était trop. Voilà. Ce livre que j'aurais... Pardon, j'ai tellement pas envie de parler de ce livre que... Voilà. Ce livre que j'aurais aimé ne pas lire. Il est là. J'ai bien envie de le balancer, mais... Il est là. Le livre que j'aurais aimé ne pas lire, c'est Un si beau siècle, la poésie contre les écrans d'Olivier Frébourg. Je crois que j'ai rarement été aussi énervée contre un livre. Non, non, il y a un livre qui m'a plus énervée que lui, mais faut le faire quand même pour m'énerver. Bah alors lui vraiment, lui juste non. Juste non, parce que qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut écrire ça? C'est pas possible. Alors, quand j'ai lu le sous-titre La poésie contre les écrans, je me suis dit, bon déjà ça commence mal, parce que pourquoi contre les écrans en fait? Déjà je me suis dit, il y a un problème. Mais je me suis dit, on va quand même lui laisser une chance, parce que ça parle de poésie, donc ça doit être bien. Non, en fait non. Parce que clairement, c'est un pamphlet contre le numérique, contre les écrans. Et ça me fait doucement rire, parce que il y a tellement de mépris et tellement d'hypocrisie dans ce livre, que vraiment j'avais envie de le balancer pendant que je le lisais. Je crois que je ne l'ai pas fait. Hein. Je le ferai peut-être tout à l'heure pour me calmer. Mais oui, tant de mépris et tant d'hypocrisie, et mais quoi? Mais quoi? Voilà. Et alors moi je pensais que ce serait un livre vachement... comment dire, avec beaucoup de sources, vu que ben voilà, on parle quand même des écrans, de la poésie. Je pensais qu'il y aurait des études ou des citations d'auteurs qui ont étudié le sujet. Non, pas du tout. Non, en fait, l'auteur nous donne juste son opinion, dont je me fous complètement. Donc oui, alors du coup j'ai quand même annoté ce livre, et j'ai lu mes annotations à une amie qui est venue à la maison, et on sentait que voilà, je n'en pouvais plus. Donc oui, j'ai trouvé que c'était très méprisant. Il y a un moment donné quand même où il parle de lire Baudelaire, au bord d'une piscine aux Antilles ou quelque chose comme ça. Moi j'étais là, ouais d'accord. Donc en fait tu es quelqu'un
qui a visiblement de l'argent, et qui pense que la littérature c'est quelque chose de très important dans la vie, je suis d'accord avec toi, que c'est important pour l'éducation, je suis d'accord avec toi, je suis professeure de lettres. Juste, pourquoi tu méprises les gens qui, eux, ont du mal à comprendre ou à lire de la poésie? Enfin, c'est pas comme ça que tu vas leur faire aimer la poésie, c'est pas comme ça que tu vas aider la poésie à grandir dans le cœur des gens. Tu fais n'importe quoi, arrête-toi. Donc voilà, et oui, donc non, c'était juste horrible, c'était... Et puis même, dans un essai, on est d'accord qu'on est censé expliquer les choses, pas seulement donner son opinion. Lui, il nous fait des phrases sans verbe en mode « je suis un poète ». Non mais arrête-toi en fait, enfin non, juste non. Pardon, je suis méchante, mais vraiment ce livre, je l'ai détesté du plus profond de mon être. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans la catégorie « ce livre que j'aurais aimé ne jamais lire ». Donc voilà, il y a énormément d'injonctions, énormément de mépris, énormément de... Enfin non, c'était juste non en fait. Oui, alors, je vais vous lire un extrait. Je ne résiste pas. Déjà, il y a des moi je un peu partout, en mode moi je fais le bon choix, moi je suis dans le droit chemin, vous non, la plèbe. Hein. Donc oui, bien sûr. Et alors, il écrit quand même, céder à son smartphone, c'est refuser de regarder en face la beauté du monde, mais aussi sa tragédie. Mais pas du tout. Pas du tout parce que tu vois, mon smartphone, il m'aide à lire aussi, tu vois. Et sur mon smartphone, je peux aussi écrire, je peux aussi parler avec des gens, avoir de grandes conversations, et je peux aussi lire de la poésie et découvrir de nouveaux poètes. Donc, j'allais être vulgaire, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà. Par contre, vous voyez, 2022, je suis toujours aussi énervée et voilà. Ça va être sympa. Oui, alors il nous cite des auteurs comme ça, un peu n'importe comment, sans contexte et sans source. Par exemple, là, il cite Nietzsche. Fuis dans ta solitude, mon ami, je te vois assourdi par le bruit des grands hommes et déchiré par les aiguillons des petits. D'accord, très bien, très bien. Pour moi, c'est toi le petit dans l'histoire, mais pas de problème. Et alors, il parle aussi d'acculturation, d'assignation, et il n'explique rien, et voilà, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de continuer à parler de ce livre. Voilà. Passons à un livre beaucoup plus intéressant. Le livre le plus underhypé, je trouve, c'est Vincent qu'on assassine de Marianne Jeglet, qui est merveilleux, allez le lire. Là, c'est de la vraie littérature. Je suis horrible quand je dis ça, vraiment, de la vraie littérature. Je suis aussi élitiste que lui quand je dis ça, mais ne lisez pas ce livre. Donc, c'est juste merveilleux, c'est très bien écrit, c'est formidable. Le postulat de départ, c'est que Vincent Van Gogh ne s'est pas suicidé, qu'il a été assassiné. Et donc on va vivre les dernières années de sa vie. C'est juste trop beau, c'est juste trop beau. Je vous ai déjà lu des extraits de ce livre parce que c'est trop beau. Et voilà, lisez-le tous, il est merveilleux. J'ai plusieurs amis déjà qui l'ont lu et je suis contente de constater qu'elles ont aimé. Alors je vais tenter de vous trouver une citation, alors pas la même que d'habitude parce que je vous lis tout le temps la même, celle avec la chaise qui me troue le cœur à chaque fois tellement c'est horrible. Par exemple. Tout cet univers auquel il s'est efforcé de s'unir pour devenir capable de le représenter. Rien que ça, je trouve ça magnifiquement beau. Les vibrations des étoiles la nuit au-dessus du paysage endormi. Oui, il y a aussi un passage avec son frère, j'ai trouvé ça si beau, mais vraiment si beau. Vraiment cette dame écrit si bien. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres romans, je ne crois pas, mais écrivez madame s'il vous plaît. Vincent Van Gogh n'est pas seulement un grand peintre enthousiaste de son art, de sa palette et de la nature, c'est encore un rêveur, un croyant exalté, un dévoreur de belles utopies vivant d'idées et de songes. Oui. Donc voilà, j'ai juste profondément adoré ce livre, il était vraiment très très beau et... Il y a aussi des phrases qui résonnaient bien avec cette année. Il ira mieux, il ira même tout à fait bien. Oui. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sur son frère. Cela, c'est l'amour. Mais ce qui l'unit à Vincent est d'une autre nature, il le sait bien. Ce qu'il a, c'est que son frère fait partie de lui. Il est un morceau de son corps, la moitié de son âme, son autre lui-même et sa raison de vivre. Donc voilà. Donc si vous n'êtes pas convaincu de lire ce livre, maintenant que je vous ai un peu lu des extraits et que je vous ai dit que c'était sur Vincent Van Gogh et sur son potentiel assassinat, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais sachez que c'est très émouvant, c'est très beau. C'est très bien écrit et allez le lire. Le livre que tu es fière d'avoir lu parce que c'est un accomplissement pour toi. J'aurais aimé choisir un autre livre parce que j'aurais aimé finir ce livre. Mais non. Donc j'ai choisi Children of Time d'Adrian Tchaikovsky qui s'appelle en français Dans la toile du temps. Ce livre était merveilleux. Il aurait été mon coup de cœur si j'avais pas lu Dune. Enfin, il aurait été mon coup de cœur. Il aurait été mon livre préféré de l'année si j'avais pas lu Dune. C'est sans doute le deuxième en fait, dans mon top 3.
Le troisième arrivera après, je pense. Je pense que j'en ai parlé. Oui. Donc Children of Time, de la science-fiction, dans laquelle les derniers humains... bah c'est la fin en fait de l'humanité, clairement, hein, puisqu'on a fait n'importe quoi. Et donc on a terraformé des planètes, dont une, cette planète-là, qu'on voit ici. Et on a essayé d'y faire descendre des singes avec un virus qui va leur permettre de se développer au même niveau que les êtres humains en beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que nous on a mis des millions d'années et eux on mettrait qu'un mille, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, le problème c'est que y a quelque chose qui se passe, bon ça c'est tout le début du roman, je ne vous spoil rien. Quelque chose se passe, ça ne se... On va dire que la mission échoue, mais le virus atteint bien cette planète. Ce qui fait que l'espèce qui va évoluer, ce ne sont pas les singes qui étaient prévus à l'origine. Et donc attention spoiler pour ceux qui ne veulent pas savoir. Ceux qui ne veulent rien savoir de ce livre, je vous conseille d'arrêter de regarder et donc de reprendre la vidéo quand je parlerai du prochain livre, donc quand Children of Time aura disparu de l'écran. L'espèce qui va évoluer, ce sont les araignées. Et je suis arachnophobe, donc voilà, quand on dit que les araignées vont évoluer, ça veut dire que forcément, elles vont pas rester, comment dire, toutes petites. Même les mygales, qui sont quand même de grosses araignées, j'ai réussi à dire mygales, franchement, quelle avancée. Même les mygales, qui sont quand même de grosses araignées, ne vont pas rester à la taille qu'elles ont atteint, on va dire. Elles vont grossir. Donc on a des araignées géantes dans ce livre et j'avais tellement envie de lire ce livre parce qu'il avait l'air tellement intéressant. Et en même temps j'étais terrifiée parce que des araignées géantes, je suis arachnophobe, je ne peux pas lire un livre avec des araignées géantes. Et en fait si, je peux, et je peux même adorer ce livre et je peux même ne pas ressentir de peur en lisant des scènes avec des araignées géantes. Alors la seule scène qui m'a fait peur est au tout début. Je vais vous dire c'est laquelle, hein, ne m'en voulez pas, c'est pas vraiment spoilant, c'est juste un combat entre une tarentule et l'espèce d'araignée qui est à l'avant de ce... Voilà, Portia labiata, c'est l'araignée star de la série, c'est elle qui va se développer le plus en fait par rapport aux autres araignées. Et donc il y a un combat entre une tarentule et une Portia labiata et je peux juste pas, en fait, je pense, lire de description de combat d'araignée quand il n'y a pas derrière l'évolution qu'elles vont atteindre à un moment donné. Donc vraiment c'est la seule scène qui m'a fait peur, mais tout le reste était merveilleux et je m'imaginais la chose et c'était beau. Il y a des scènes, pardon, on parle toujours de Children of Time. Il y a des scènes qui étaient juste merveilleuses, mais on parlait d'araignées géantes et je m'en foutais complètement. J'étais là, mais oui, mais je veux être avec elle. Alors que concrètement, si j'avais été dans ce livre à un moment donné dans ma vie, je pense que je serais décédée. De peur. Même pas de peur, juste de peur. Et c'était tellement intelligent et tellement bien fait. Et donc voilà. Mais donc je suis surtout fière d'avoir lu ce livre parce que araignée géante et que voilà. Mais du coup alors je touche du bois. J'ai un peu moins peur des araignées maintenant. Un petit peu moins. Mais ça fait trop longtemps que j'ai lu Children of Time. Donc il va falloir que je lise le tome 2, Children of Ruin, pour que ça passe peut-être vraiment. Et peut-être que je m'habitue à avoir des araignées. Me rendre compte qu'en fait, ma peur, je sais en plus que ma peur est totalement irrationnelle et qu'elles ne vont rien me faire, mais la beau faire c'est une phobie, donc pas rationnelle, donc voilà. Vous pouvez revenir, j'ai fini de parler de Children of Time. Le livre le plus court que j'ai lu c'est Scrooge, un chant de Noël, qui se trouve là-bas mais que j'ai la flemme d'aller chercher. C'est une réécriture d'un chant de Noël de Dickens. Enfin une réécriture, non pas vraiment en fait, c'est une adaptation en bande dessinée pour les enfants. Et j'ai beaucoup aimé, c'était beau, j'ai surtout beaucoup... Alors non, je vais quand même peut-être aller le chercher parce que j'aimerais bien vous montrer la palette de couleurs que j'ai trouvé vraiment top. Je suis revenue vivante, tout va bien. Je me suis fait très mal au bras, mais ça va. Donc c'est celui-là. Hein. Je l'ai trouvé très beau, alors surtout, je vais essayer de vous montrer les planches que je trouve particulièrement belles. Voilà, ce sont ces couleurs que je trouve particulièrement belles. Et celle-ci, voilà.
Donc j'ai beaucoup aimé cette adaptation, alors je ne veux pas dire que c'était mignon, parce que bon, Un chant de Noël c'est pas vraiment l'histoire la plus joyeuse de la Terre, hein. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture très rapide, et oui, les illustrations étaient top, et voilà, c'était un bon rendu de l'histoire, je trouve. Donc c'était le livre le plus court, et le livre le plus long, c'était... Lune. Est-ce que c'est très surprenant? Non, vu la brique, enfin, quand même, Le livre le plus angoissant, c'était pour moi The Test de Sylvain Nouvel, qui s'appelle L'examen, je crois, en français. C'était pour moi le plus angoissant parce que je m'attendais pas du tout à ce twist et que il m'a mis mal, clairement. D'accord, j'étais en vacances avec les filles pendant que je lisais cette nouvelle. J'ai fini de la lire et je suis revenue avec elle et j'étais là. Je viens de lire un truc horrible. J'ai besoin de vous. Donc voilà, c'était... Je ne peux même pas vous résumer ce livre parce que je pense que c'est mieux d'entrer à l'aveugle. Mais d'accord, bah ok. Bah, du coup, merci pour le trauma, c'était cool. Mais c'était vraiment une très bonne lecture, hein. Je dis ça, mais c'était... Je crois que je lui ai mis une super note de toute façon. Oui, 19 sur Livre Addict, du coup je pense qu'il a eu 5 étoiles sur Goodreads, vraiment c'était... Et la fin était terrible, je trouve. En fait, les conséquences et l'implication de ce qui se passe, je peux rien vous dire, mais l'implication de ce qui se passe, c'était terrible. Voilà. Le plus prenant des livres que j'ai lus, bon alors j'aurais pu vous redire d'une, hein, puisque bon, 800 pages de jour, d'accord. Mais j'ai décidé de vous parler de notre livre, Suggested Reading de Dave Collins, je crois. De Dave Connis, pardon. Donc Suggested Reading de David ou Dave Connis, qui a été traduit en français par Lire est dangereux pour les préjugés. C'est un livre jeunesse que j'ai adoré, qui était alors super prenant dès le début. C'était vraiment un page turner. C'est un livre qu'on n'a pas envie d'arrêter, en fait, qu'on veut lire en une seule fois, histoire de l'avoir, voilà, qui soit avec nous, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais oui, c'est le genre de livre qu'on a envie de lire d'un seul coup. Et c'est l'histoire de Clara qui entre au lycée et elle découvre que des livres vont être bannis dans la bibliothèque. Et voilà, c'est en gros le thème central de ce livre, c'est le fait de bannir des livres et l'impact que les livres peuvent avoir sur nos vies. Voilà, c'était top. Je veux pas vous en dire plus parce que je pense que c'est mieux que vous entriez à l'aveugle aussi dans ce livre, mais il était super prenant. Et en fait, la première scène, je crois, c'est Clara qui a un espèce de rituel avant chaque rentrée et j'aimerais tellement faire ça. Mais je pense que si je fais ça, quand j'arrive le lendemain en classe, comment vous dire? Elle, ça va, c'est l'élève. Moi, je suis la prof. Donc si j'arrive en classe après ça, comment vous dire que je pense que ma journée va être très très longue et que les élèves ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Voilà. Vraiment, un livre top, je vous le recommande. Le livre le plus dur à lire, c'était Yardam d'Aurélie Wellenstein. D'ailleurs, tellement dur que je l'ai abandonné parce que je ne pouvais pas. Le résumé, c'est en gros: la folie est sexuellement transmissible et on va suivre le héros, Kazan je crois, qui donc a la maladie. Et non, il y avait des scènes vraiment trop dures. En fait, à partir du moment où j'ai lu une scène en diagonale, parce qu'elle était vraiment pas possible à lire pour moi, je me suis dit que ça servait à rien de continuer à lire le livre parce que je me doutais qu'il allait y avoir d'autres scènes de ce type par la suite. Donc non. Juste, c'était mieux pour moi d'abandonner. Donc j'ai laissé tomber Yardam et j'étais un petit peu triste parce que j'avais adoré le seul autre livre d'Aurélie Wellenstein que j'ai lu, Mère morte, et j'avais vraiment envie d'aimer Yardam, mais c'était juste trop pour moi. En plus il y avait beaucoup de violence de rue et c'est un trope que j'aime pas dans la littérature, donc enfin que j'aime pas en général, enfin j'ai vraiment du mal avec ça. Donc voilà, il valait mieux que je m'arrête là et j'étais triste, mais tant pis. Je lirai d'autres romans d'Aurélie Wellenstein qui ne me feront pas cet effet-là, j'espère. Parce que j'aime être angoissée par mes livres. Parce que je lis Shirley Jackson et Joyce Carol Oates et ce genre de romans qui sont quand même très angoissants et très perturbants. Mais vraiment, là, c'était trop pour moi. Et des thèmes comme ça, on peut juste pas les lire. Hein, donc voilà, violence de rue, c'est mort. Bye. Le genre le plus lu en 2021, pour moi, c'est la non-fiction. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai lu 45 non-fiction. Je m'attendais pas à ça, hein, j'étais quand même persuadée que j'allais lire plus de fiction. Et surtout, que la fantasy, à nouveau, serait le genre que je lirais le plus. Pas du tout. C'est la non-fiction. Ok.
Bah cool. Espérons que je reste sur cette pente en 2022 tout en continuant quand même à lire de la fantasy parce que ça m'a manqué. Le genre que j'aurais voulu lire davantage c'est la science-fiction parce que j'en ai lu plus en 2020 qu'en 2021 alors que c'était un de mes objectifs quand même d'en lire plus en 2021. La tristesse. Donc la science-fiction est le genre que je vais tenter de mettre à l'honneur en 2021, non 2022, je ne sais plus en quelle année on est. Tout va bien. Donc oui, le genre que je voulais le lire davantage, ça aurait été la science-fiction. Un genre ou sous-genre découvert, c'est pas vraiment un genre que je découvre, c'est plutôt un type de livre que j'aime, et je viens de m'en rendre compte. Ce sont les anthologies thématiques de poésie. Je ne voulais pas à l'origine lire d'anthologies thématiques de poésie parce que je préfère avoir l'œuvre complète du poète. Par exemple, je sais pas, les œuvres complètes de Rimbaud ou les poèmes complets d'Emily Dickinson. Je n'avais pas envie en fait d'avoir des anthologies thématiques de poésie parce que je ne sais pas pourquoi. Et cette année, j'ai lu The Poetry Pharmacy qui est dirigé par Walter quelque chose. C'est bien Justine, Walter quelque chose. Wow. Franchement. The Poetry Pharmacy, édité par William Sigart. Oui, bien sûr, c'est Walter quelque chose. Bravo. Donc j'ai lu cette anthologie et c'était merveilleux. Et donc voilà, je me suis dit que les anthologies thématiques de poésie étaient en fait pas mal. Donc j'en ai ajouté plein à ma wishlist. Et une amie pour Noël m'en a offert une. Donc voilà, ça va être bien, je vais pouvoir me plonger dans des anthologies thématiques. D'ailleurs, parlant d'anthologie thématique, j'ai aussi commencé 100 Poems to Break Your Heart, édité par Edward Hirsch, je crois. Et j'adore cette anthologie, mais il y a beaucoup d'analyses de poèmes dedans et j'avais envie d'être dans de meilleures dispositions pour continuer à lire ce livre. Parce que pour analyser la poésie, il faut être dans de bonnes dispositions et ne pas être en mode je pense à tout sauf à la lecture. Donc je tenterai de finir ce livre en 2022. Mais j'adore ce livre, il est merveilleux, vraiment trop bien. Pour ceux qui aiment l'analyse littéraire poétique, c'est top. Pour ceux qui détestent ça, évitez du coup. Quel est mon nouveau personnage préféré? Bon alors, vous remarquerez quand même que pour les questions précédentes, j'ai absolument pas triché, hein, j'ai choisi une réponse à chaque fois. Bah là du coup je triche, hein. Puisque je ne peux pas vous parler d'un seul personnage préféré, c'est juste trop dur. Je pourrais, mais ce serait... comment dire? Ce serait trahir les autres. donc je ne peux pas. Donc j'en ai choisi plusieurs. Il y a d'abord Portia dans Children of Time, que j'ai adoré, qui est le personnage principal. J'avais envie d'être avec Portia. J'aimais profondément Portia. J'aime toujours profondément Portia de toute façon. Elle est juste... Oui, je l'aime. Bravo. Voilà. Que dire. Je peux pas trop vous parler de Portia d'ailleurs. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent pas être spoilés, je préfère ne pas en dire trop. Mais juste, Portia est intelligente et elle est formidable. Voilà, elle est formidable. C'est elle en fait qui fait avancer la civilisation au fil des millénaires. Millénaire ou siècle? Je serais plus tentée de dire siècle, là du coup j'ai un doute. Mais donc c'est elle en fait qui fait avancer son espèce et voilà, j'ai envie de dire, vu que ce livre est profondément intelligent et qu'elle en est l'héroïne, ben forcément j'adore Portia. Autre personnage que j'adore, Vincent. Alors pas le Vincent réel, parce que je suppose que ce n'est pas forcément le Vincent réel qu'on découvre ici, mais le Vincent Van Gogh du livre, pour moi, ils sont... Enfin, pour moi, ce sont les mêmes en fait. Pour moi, le vrai Vincent, c'est le Vincent du livre, mais bref. Oh, si précieux. Vraiment, j'avais envie d'entrer dans le livre et de lui faire des câlins et de le rassurer et d'être là pour lui et de lui tenir la main et c'était terrible. Voilà. Donc clairement, Vincent est le personnage de l'année, je pense, pour moi, en tout cas niveau émotion, c'est vraiment le personnage de l'année. Sinon, deux autres personnages qui viennent de Dune, Paul et Duncan. Paul parce que c'est Paul et voilà, c'est
Paul quoi, enfin je sais même pas comment le dire, c'est... J'ai adoré Paul. Il aurait très bien pu être l'élu arrogant et chiant mais non, pas du tout. C'est juste Paul. Voilà. Qui doit vivre des choses terribles et qui doit faire des choses terribles et qui le fait quand même. Paul. Et Duncan qui lui représente davantage l'humanité on va dire, sans aucun spoiler, hein, mais oui, Duncan représente davantage l'humanité et voilà, et ce livre m'a un peu brisé le cœur et ces personnages m'ont brisé le cœur et voilà. J'ai aussi, alors mention honorable du coup pour le duc Leto dans ce livre, la relation père-fils entre Leto et Paul. Oh. Voilà, on va s'arrêter là. Nouveau personnage détesté. Eh bien, on va ressortir les mêmes livres. Paul Gauguin dans Vincent qu'on assassine. Waouh. Eh bien écoute, juste non. Tu aurais pu être le personnage que je voulais éliminer dans mes livres. Parce que vraiment, tu es le plus sombre, choisissez l'insulte que vous voulez ici, que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, bye, adieu. Donc maintenant je ne peux plus voir de tableau de Gauguin sans avoir envie de vomir. Donc, parfait. Ce livre a déclenché ma passion. Non, j'avais déjà une semi-passion pour Vincent Van Gogh, mais alors ce livre a déclenché ma haine de Paul Gauguin. Bravo. Le baron Harkonnen dans Dune. Je suis pas sûre de trouver un personnage qui me dégoûte autant que le baron Harkonnen dans Dune. Parce que dans le film, il est plutôt soft. Dans le livre, je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est pas son apparence. C'est ce qu'il représente et ce qu'il fait. Juste non. Et enfin, petite mention spéciale, petite mention déshonorable pour Charles Blackwood dans We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Donc nous avons toujours vécu au château. Ah mais va brûler en enfer mon ami. Toi et tes commentaires, vous pouvez aller vous faire cuire. Nouvel auteur ou autrice préférée, alors j'ai sorti le livre, oui. Je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, enfin deux en fait, mais je n'ai lu qu'une seule fiction d'elle et pourtant je sais que c'est une nouvelle autrice préférée. C'est Virginia Woolf. J'ai lu Mrs. Dalloway cette année. C'est le troisième de mon top 3. Hein. D'abord on a Dune, ensuite Children of Time et ensuite Mrs. Dalloway. Je sais pas trop où se place Mrs. Dalloway en fait dans le top 3. Peut-être qu'elle est entre Dune et Children of Time. Ce livre était magnifique, ce livre était tellement beau, ce livre était... Voilà. J'aurais pu le lire en une journée. J'ai décidé consciemment de le lire en 3 jours parce que je voulais qu'il dure. Et c'est très rare que je fasse ça parce que j'aime lire mes livres vite pour les absorber, c'est un peu bizarre mais bref. Et lui non. Lui non, je voulais qu'il dure. Un peu comme quand j'ai lu Bleak House de Charles Dickens, La maison d'Aprevent. J'avais envie que le livre dure. Même s'il faisait 900 pages, presque 1000, j'avais envie qu'il dure quand même, donc je le lisais lentement. J'ai fait pareil pour Mrs. Dalloway. Vu l'écriture de Virginia Woolf, je sais que c'est une nouvelle autrice préférée. J'ai depuis acheté pas mal de ses livres, que j'ai toujours pas lus parce que j'ai terriblement peur qu'ils ne soient pas à la hauteur de Mrs. Dalloway. Mais je me dis que vu l'exemple de l'autrice qui vient juste après du coup, donc l'autrice qui vient juste après c'est auteur ou autrice déjà adorée, la plus lue en 2021, Shirley Jackson. Vu l'exemple que me donne Shirley Jackson, vu que j'aime absolument tous ses livres, je pense que ça devrait le faire pour Virginia Woolf. Puisque si j'adore tous les livres de Shirley Jackson, c'est grâce à son écriture. Et je pense que la même chose va m'arriver pour Virginia Woolf. Voilà, alors j'ai aussi aimé l'intrigue de Mrs. Dalloway, hein, vraiment, c'est un de mes livres préférés parce que j'ai tout aimé dans Mrs. Dalloway. Mais je me dis que même si elle écrit un roman moins bien niveau intrigue ou niveau personnage ou niveau quoi que ce soit, l'écriture va sauver le roman, c'est sûr. Parce que l'écriture... Voilà. Donc oui, autrice déjà adorée la plus lue, Shirley Jackson. J'ai lu, alors je n'ai lu que 2 de ses livres, mais j'ai relu un bout de The Haunting of Hill House parce que j'en avais besoin. Et oui, Shirley Jackson évidemment. Donc je vais lire d'autres de ses livres en 2022. J'espère. Pitié, faites que j'arrête de faire des bêtises et de dire des choses et que ça n'arrive pas. Auteur ou autrice négligée à tort. Elle est là-haut.
Joyce Carol Oates que j'étais censée lire en 2021 et bah non. Pardon Joyce, je suis désolée. J'ai terriblement envie de lire ces livres, mais ces livres me font peur parce que Joyce Carol Oates a une écriture vachement spéciale, puisque ses phrases sont très longues, plus longues encore que celles de Proust, parfois. Oui, j'ai comparé, enfin je me souviens avoir comparé le style de Joyce Carol Oates et le style de Marcel Proust quand je recommandais ce livre, et même il me semble quand j'ai étudié Joyce Carol Oates, je disais souvent que son écriture était assez spécial à appréhender parce que voilà, ces phrases sont très longues et du coup parfois on perd le début de la phrase alors qu'on arrive à la fin. Bref. C'est un style assez spécial, donc c'est un peu ça qui me fait peur, et ces livres sont longs, puisque là c'est son dernier roman gothique que j'aimerais lire. C'est même pas son dernier en plus. Enfin, son dernier dans sa série gothique qui compte 5 livres. Alors 3 qui sont considérés comme la trilogie gothique et 2 autres. La trilogie gothique, donc Belle Fleur, Bloadsmore Romance, donc la romance de Bloadsmore, et Mysteries of Winterfell, donc les mystères de Winterfell, donc ça c'est la trilogie gothique, et on a 2 autres livres, The Accursed, donc maudit, et My Heart Let Bare, mon cœur mis à nu, donc c'est My Heart Let Bare que je n'ai pas encore lu, et j'ai très envie, mais j'ai peur, donc voilà, Joyce, j'essaierai de te lire cette année, j'espère que j'y arriverai. Un livre qui m'a fait pleurer, il n'y a pas beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer cette année, j'ai eu la larme à l'œil, mais j'ai rarement pleuré. Par contre, un livre qui m'a vraiment fait pleurer, c'est À la vie de l'âme étoilée, parce que l'auteur est infirmier en soins palliatifs, et c'est de la BD, et c'était waouh, terrible de lire certains strips, certaines histoires. Si vous ne connaissez pas, allez le suivre sur Instagram, c'est à la fois terrible et merveilleux ce qu'il fait. Terrible parce que parfois c'est terriblement triste, et merveilleux parce que je trouve que c'est beau en fait. Voilà. Donc bon, soins palliatifs, tout le monde ne meurt pas, mais il y en a quand même pas mal qui meurent. Donc forcément c'est... Mais l'espoir que l'homme étoilé met dans ses livres et met dans son travail, je trouve ça beau. Donc voilà. À lire, allez le lire. Je pense qu'on est bien arrivé à 1 heure de vidéo là. Wouhou. Un livre qui m'a fait rire, alors c'est une série de livres qui m'a fait rire, c'est Tu mourras moins bête de Marion Montaigne, qui m'a été prêté par un collègue, par des collègues en fait, puisqu'ils se sont relayés pour me prêter les tomes qu'ils avaient chacun. J'ai le tome 5 à lire, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas encore terminé. C'est top, c'est juste, j'ai commencé à lire le premier tome ou le deuxième tome pendant le quart de lecture avec mes élèves. Et donc normalement c'est silence absolu pendant le quart de lecture. Mais moi je pouffais comme une idiote et je me disais non mais en fait je vais arrêter de lire ce livre parce que sinon je vais pas arrêter de rire et ça va déconcentrer les élèves. Et non. Donc voilà, j'ai tellement ri que j'ai dû arrêter de lire ce livre. Parce que je riais en classe. Donc voilà, c'est en gros des... Je sais même pas comment dire ça, des chapitres, des sections. En fait, en gros, l'autrice a une question à laquelle elle répond. Et c'est de la non-fiction scientifique sur des questions... alors parfois qui ont trait à la pop culture, du genre, il y avait une question sur Dark Vador, je crois, la dernière fois. Enfin voilà, c'est juste tellement drôle et on apprend tellement de choses et voilà, c'est top. J'arrive pas à trouver d'exemple là tout de suite. Je me souviens qu'il y en a qui étaient un petit peu dégueux, j'étais là, oh, je vais pas lire ça. Mais ils sont globalement tous très drôles, donc je vous les recommande. Et je finirai le tome 5 en 2022. Le livre le plus sombre que j'ai lu, You. Définitivement You, de Caroline Kepnes, donc toujours parfaite. J'en ai déjà parlé. Je pense que vous avez compris pourquoi c'était le plus sombre. On est quand même dans la tête d'un stalker qui s'adresse à nous, à la deuxième personne du singulier. Donc voilà, c'était clairement You le plus sombre. Le plus léger, j'ai galéré à trouver un livre léger. J'ai choisi 100 Ghosts. Je crois que c'était Collection of Mostly Harmless Ants, un truc comme ça. C'est un livre très très court qui, en gros, c'est un livre graphique avec 100 fantômes. C'était mignon, c'était drôle, voilà. Mais c'était le plus léger, parce que je me suis rendu compte que je ne lisais pas de livres légers. Parce que même les livres qu'on pourrait considérer comme légers, en fait, ne sont pas du tout légers. Parce que même quand ils vous font rire, ils vous font aussi pleurer en même temps, donc voilà, pas vraiment de livres légers. La meilleure suite, c'est pour moi Children of Dune de Frank Herbert, donc Les Enfants de Dune. Le 3e tome de Dune. Ce livre était
excellent. Alors, c'est pas un coup de cœur absolu au même niveau que Dune, mais c'est quand même excellent. Bien sûr, je ne peux pas vous en parler parce que je ne peux pas vous en parler. Mais voilà, j'ai pris des notes, voilà, c'était trop bien, c'était trop bien. Je ne peux rien vous dire, mais c'était trop bien. Voilà. Il y a encore une couverture trop belle. Et en parlant de couverture trop belle, la plus belle couverture pour moi c'est celle de Dune Messiah de Frank Herbert, le tome 2 donc, le Messie de Dune. Alors, j'ai eu un peu plus de mal avec ce tome 2 parce que malheureusement je ne l'ai pas lu juste après le premier tome Dune. Et j'aurais dû, parce que clairement il forme un diptyque très serré on va dire, tandis que Children of Dune on peut le lire un petit peu plus tard, mais vraiment j'aurais dû lire Dune Messiah juste après Dune. Donc voilà, mais cette couverture... En fait les couvertures des éditions de Dune juste, enfin voilà, pardon mais c'est juste, elles sont juste trop belles. Donc voilà. La question suivante c'est nouveau crush ou personnage coup de cœur. Paul. Vraiment Paul est un personnage que j'ai adoré. Et oui en fait il n'y avait que lui qui me venait quand j'ai lu crush ou personnage coup de cœur, il n'y a que Paul qui me venait, donc Paul. Voilà, c'est... J'allais dire le héros par excellence, mais c'est aussi le héros par excellence parce qu'il fait des erreurs et qu'il se rend compte et qu'on souffre avec lui. Et donc voilà, donc Paul. Mais je vais arrêter de... J'allais dire, je vais arrêter de vous parler de Dune, et la question suivante c'est la meilleure adaptation. Dune. Puisque j'ai lu Dune avant de voir le film. J'ai vu le film après, je l'ai vu 2 fois. Une fois en VO et une fois en VF. J'ai tellement hâte de voir la deuxième partie. C'était formidable, c'était génial. J'étais super heureuse de voir Dune pour la première fois en VO avec une amie avec qui je partage la passion pour Dune. Et de le revoir ensuite avec d'autres amies. Alors certaines qui partageaient déjà la passion pour Dune et d'autres qui ont découvert Dune. C'était génial. Voilà, donc meilleure adaptation. Je pense que Timothée Chalamet dans le rôle de Paul, c'était juste la meilleure idée possible. Zendaya dans le rôle de Shani, parfait. Jason Momoa dans le rôle de Duncan, je dis oui. Donc voilà, en fait les voir à l'écran comme ça, alors que je les avais déjà vus dans ma tête, vu comment je les avais imaginés, c'était parfait. Donc vraiment très très bonne adaptation. Je crois que j'ai pas tellement vu d'autres adaptations en fait. J'ai regardé beaucoup de séries cette année, mais pas vraiment d'adaptation. Et enfin, je vous mens, c'est faux, c'est pas la dernière question, mais tant pis. Enfin, ce livre que j'aurais aimé finir en 2021, It de Stephen King. J'ai commencé It en 2020, je crois. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Est-ce que je l'ai commencé en 2020 ou en 2021? Je vais vérifier maintenant, sous vos yeux ébahis, qui a bientôt 1 million de notes sur Goodreads. Alors, j'ai commencé à le lire... Oh mon dieu. J'ai commencé à le lire en 2020. En octobre 2020. Aïe aïe aïe. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Et je suis arrivée à 30% du livre. 36%, 44 exactement. Mais je n'arrive pas à avancer davantage. Je le lisais en... Enfin, je me suis arrêtée la dernière fois de le lire parce que j'ai arrêté régulièrement de lire It parce qu'il faut que je sois dans le bon espace mental pour lire un livre pareil. Je me suis arrêtée de le lire en août et je n'ai pas repris. Et je me souviens que je me suis arrêtée... En fait, j'ai essayé de reprendre, mais juste non. Je n'y arrive pas. Donc je suis à 36% de It. J'avais très très envie. Vraiment, je voulais finir ce livre en 2021. Mais j'ai pas réussi. Donc voilà, de désespoir. Non, pas du tout désespoir. En fait, ce livre est gigantesque. Mon édition fait 1600 pages. J'ai une édition numérique sur Scribd, 1600 pages. Je me vois avancer à la vitesse d'un escargot, c'est terrible. Je crois que sur Goodreads, elle fait 1300 pages. À 1181. Et sur Livre Addict, elle en fait 1300. Comment vous dire, quand je rentre mon avancée, je me dis oh, j'ai tellement lu. Non, en fait j'ai pas tellement lu, j'ai avancé de 2%. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment qu'en 2022 je finirai It. Je ne sais honnêtement pas, parce que c'est dur à lire It, je trouve. Il y a des scènes horribles. Il y avait une scène au début
qui m'a fait penser à Yardam en mode violence de rue, où je me suis dit waouh, on va s'arrêter de lire là. Mais il y a d'ailleurs une scène, je sais que je vais détester, parce que je sais que cette scène se trouve dans ce livre, j'en ai assez entendu parler. Je sais qu'elle arrive à la fin, je sais qu'elle ruine un peu la fin. Je sais que je vais détester cette scène. Et que je ne vais pas voir l'utilité, parce que rien que quand on m'en parle, je me dis mais pourquoi. Mais voilà, 2022 peut-être. La fin de Hit. J'y crois pas trop, mais on va tester. Et donc, j'avais envie d'ajouter cette question parce que j'avais envie de vous parler de ça, parce que je trouvais ça tellement bizarre. Ce que j'ai remarqué sur mes lectures, j'ai remarqué que je lisais par couleur. Alors c'est pas voulu, mais je me suis rendu compte que par exemple, si on prend ma page Goodreads, alors attendez, je vais la prendre, bien sûr je viens d'appuyer sur n'importe quoi. Alors parfois ça va, parfois il y a plusieurs couleurs et tout va bien, mais alors parfois, ça y est, je tombe dans, je lis que des livres bleus. Alors pas sciemment, mais voilà. Après je ne lis que des livres rose-rouge, puis que des livres verts, puis que des livres sombres. Qu'est-ce qui m'arrive ? Vraiment c'est très bizarre. Alors parfois il y en a beaucoup de suite, parfois c'est juste un ou deux qui se suivent. Mais vraiment, par exemple, j'ai lu Pygmalion dans une édition orange, puis Dune, puis Well Read a Woman avec la chevelure rousse de la couverture, puis The Poetry Pharmacy, puis Meurtre en Mésopotamie, puis Feuillet de cuivre. Tous dans les tons orangés. J'ai remarqué ça m'a fait rire, je me suis dit d'accord, très bien. Pourquoi pas. Et oui, en fait, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé mon année de lecture sur Goodreads. Je m'étais dit, ah d'accord, oui, je lis clairement par couleur, pas de problème. Donc ça m'a fait rire. Alors, vu l'année lecture que j'ai eue, qu'est-ce qui a rythmé mon année ? Parce que bon, j'ai quand même survécu à 2021, donc c'est que il y a des choses positives quand même dans ma vie. Oui, ma famille et mes amis, merci. Parce que, waouh, sans vous. Voilà. Mais aussi la musique et les séries. Parce que, comme j'arrivais pas à lire, j'ai écouté énormément de musique et j'ai regardé énormément de séries. Et du coup, clairement c'était mes moments où, voilà, j'arrivais pas à tenir la barre toute seule, donc je tenais la barre grâce à ça. Du coup, ma nouvelle série préférée c'est The Office. J'adore The Office, c'est juste exceptionnel. J'adore cette série. Il me reste 2 saisons à regarder. J'adore Michael Scott, Andy, Dwight, Jim. J'adore cette série. Mon nouveau groupe préféré c'est Avatar, grâce à une amie qui m'a présenté ce groupe en me disant oui non mais tu vas voir. En fait on a fait une playlist, pour faire des blends à la fin de l'année là. On a fait donc une playlist commune grâce au blend de Spotify. Et elle m'a dit non mais tu vas voir, j'écoute des trucs bizarres, tu vas pas aimer. Et là il y a une chanson d'Avatar qui arrive dans notre playlist, elle fait par exemple ça, tu vas pas aimer. Et moi j'étais là. Mais si j'adore. Donc voilà, nouveau groupe préféré Avatar. Merveilleux. Et nouvelle artiste préférée, Aurora, que j'ai découvert cette année et que j'adore. Alors il me semble que je l'avais déjà, je commençais déjà à écouter en 2020, mais vraiment j'ai écouté en masse Aurora en 2021. Chanson préférée de 2021, j'allais dire Exits, mais non, c'était en 2020. On va dire, c'est quand même Exits de Falls, j'adore cette chanson, elle est merveilleuse. Et l'hymne de 2022 ce sera Champion de... Je ne me souviens plus son nom. Je sais que c'est Briggs son nom de famille, mais on va regarder sur Spotify directement. Champion de Bishop Briggs, qui est formidable cette chanson, je l'adore. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan 2021, il était méga long. Mais du coup, je pense que cette vidéo va bien faire 1 heure. Hein. J'ai envie de dire, pour revenir... C'est pas mal vu que vous aimez les vidéos longues. Là en face de moi j'ai tous les livres que j'ai commencé en 2021 et que je n'ai pas fini. Il y en a beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Puisque j'ouvrais un livre, je lisais une 20aine de pages, je me disais non c'est pas le moment. J'en commençais un autre, je lisais une 20aine de pages, c'est pas le moment. Donc là il y a une collection de livres à peine commencés. Voilà. Mais pas de pression en 2022, on lit ce qu'on a envie de lire et c'est tout. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur ma palle 2022 et mes objectifs 2022. Ce sera une seule vidéo, hein. Je vais pas vous en faire une pour les objectifs et une pour la palle, ce sera une vidéo commune. J'espère que vous aimerez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Très longue donc. Et voilà. Je suis contente d'être de retour. J'espère que vous avez passé une bonne année 2021. Je vous souhaite une bonne année 2022, pleine de très belles lectures. Et voilà. Voilà. Je me souviens même... ça fait tellement longtemps que j'ai tourné que je ne me souviens même plus de mes phrases d'outro. C'est terrible.
Oui, c'est terrible. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des livres qui vous donnent envie de lire pour 2022. N'hésitez pas à me donner vos réponses aux questions que je me suis posées pour faire ce bilan 2021. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!